Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les relations diplomatiques entre la Somalie et la région semi-ottomaniste, le Puntland, s'améliorent. Un accord entre les deux parties a été signé ce mardi. Les détails dans cette édition. Le Nigeria est récemment devenu la première puissance économique du continent. En 2013, le PIB s'est élevé à 80,3 000 milliards de naira. Les télécoms, l'industrie du cinéma ou encore le pétrole comptent parmi les secteurs phares qui ont permis cette performance. Mais nous verrons dans cette édition qu'un autre facteur impensable contribue fortement à la croissance du pays. Le Rwanda possède actuellement plus de 30 000 médiateurs locaux qui règlent des litiges entre particuliers très souvent liés au foncier. Un système de juridiction locale qui a fait ses preuves mais qui manque encore de moyens. C'est une étape très importante qui vient d'être franchie entre la Somalie et la région semi-autonomiste du Puntland. Un accord a été signé entre les deux parties ce mardi à Garowe, capitale du territoire séparatiste, pour travailler à la consolidation de la paix. Marina Vanni. Signature d'un accord historique entre la Somalie et le Puntland. Après des années de guerre froide, les deux États ont décidé de mettre fin à plusieurs désaccords. Le Puntland a pris son autonomie de la Somalie en 1998. Mais à la différence du Somaliland voisin, il ne revendique pas l'indépendance vis-à-vis du pays. Les autorités du Puntland se plaignaient d'équité quant à la répartition des ressources du pouvoir entre les régions somaliennes. Une question épineuse dans la constitution fédérale provisoire. Je suis très heureux aujourd'hui de cet accord entre le Puntland et le gouvernement fédéral de la Somalie, qui mettra fin aux différends qui nous opposaient et servir de base à d'autres régions en Somalie pour, à leur tour, résoudre leurs différends. Selon les fonctionnaires somaliens, la signature de l'accord ouvrerait la voie à des étapes cruciales dans les prochains mois, notamment la révision de la constitution actuelle et la tenue d'élections en 2016. En tant que président de Puntland, j'ai discuté avec le Premier ministre somalien Abdiwali Sheikh Ahmed au sujet des différends qui nous opposent et comment aller de l'avant pour nos intérêts respectifs. Comme l'a dit le Premier ministre, tout a été conclu lors de cette conférence et nous avons convenu de travailler ensemble pour le développement de la Somalie. Les Somalis se battent contre les insurgés d'Al-Qaïda depuis plusieurs années. Puntland est une région relativement constante, mais les extrémistes Al-Shabaab ont commencé à s'infiltrer suite à leur évacuation de la capitale Mogadiscio en 2011. Un accord renforcerait donc une possible paix et la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement nigérian a annoncé ce vendredi soir avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram, prévoyant la libération des 219 lycéennes enlevées, nous vous le rappelons, le 14 avril dernier à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Les discussions en vue de cet accord avec le groupe terroriste ont lieu en Arabie Saoudite, sous médiation du président tchadien Idriss Déby Itno et de hauts fonctionnaires camerounais. La majorité ivoirienne serait-elle sur le point de se fissurer? Des membres du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ont en effet annoncé qu'ils ne suivraient pas les consignes de vote d'Henri Konan Bédié, appelant à soutenir le président sortant Alassane Ouattara. Marina Vanier. Les contestations se multiplient au sein du PDCI, l'ancien parti unique ivoirien. Après plusieurs membres du bureau politique, c'est maintenant au tour des agriculteurs de faire entendre la grogne. La raison, l'appel du président du parti Henri Konan Bédié au vote du chef d'État, Alassane Ouattara, pour le scrutin présidentiel. Les exploitants agricoles ont même désigné leur propre candidat. Pour eux, ce sera l'ancien ministre Essi Amara et personne d'autre. Nous disons que si le président Bédié nous prouve par ses arguments forts que pour sauver la Côte d'Ivoire, je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, il faille que nous puissions détruire notre fétiche qui s'appelle le PDCI-RDA, alors oui, nous aurions accepté. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR avait permis la victoire du président Ouattara lors du second tour des présidentielles de 2010. Pour les planteurs du parti, il n'est pas question d'une dissolution. Le président Oufoué nous a trempés dans le dialogue. Nous voulons discuter avec le président Bédié. Argument contre argument. Qu'il nous dise quel est le péril qu'il y a en la demeure pour aller à la dissolution, à la mise à mort du bébé d'Oufoué-Boigny. C'est pour la deuxième fois,
mettre à mort le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire moderne. Mais c'est un acte grave. Le candidat des planteurs Issi Amara a été président de l'Assemblée générale des Nations unies entre 1994 et 1995. Le diplomate actuellement à l'étranger ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette question. Et le Nigeria est la 26e plus grande économie dans le monde et la première du continent. Une bonne santé économique qui s'explique notamment par des revenus pétroliers et un climat des affaires favorable et attractif pour les investisseurs. Autre facteur dont on parle très peu, les revenus colossaux générés par les églises populaires. Le point tout de suite avec Marina Vanni. L'économie de la première puissance africaine d'Afrique est au pot fixe. Les prévisions de croissance pour cette année sont de 7,4%. Le Nigeria devrait maintenir un rythme de croissance soutenu grâce aux performances des secteurs non pétroliers de son économie, comme l'agriculture ou encore les technologies de l'information et des communications. Mais il existe un autre secteur, plus discret cette fois, qui participe à une part non négligeable à la croissance du pays. Les méga-églises qui attirent des millions d'adeptes et de dons. Ces églises rapporteraient des centaines de millions de dollars non imposés. Il y a un manque total de transparence et de responsabilité dans le système de l'Église. Donc, on espère que ce n'est qu'une question de temps. Même pour le bien de l'Église, il devrait y avoir une transparence. Les églises ont le statut d'organisme de bienfaisance et n'ont aucune obligation d'ouvrir leur livre de compte ou de remplir des déclarations de revenus. Nous utilisons les revenus de l'Église pour construire des écoles, pour répondre aux besoins des pauvres. Par exemple, dans notre Église, nous avons initié ce que l'on appelle l'autonomisation. Ce que nous faisons, c'est de donner de l'argent aux gens, sans intérêt, pour leur permettre de démarrer de petites entreprises. L'année dernière, seulement dans cette seule église, plus d'1 demi-milliard de naïras ont été investis dans le programme d'autonomisation. Certaines églises comptent parfois jusqu'à 200 000 fidèles avec pour principale source de revenus la dîme, qui est l'équivalent de 10% ou plus des revenus du fidèle. Une manne financière qui a permis à l'empire du pasteur Oyedepo de créer une maison d'édition chrétienne très lucrative. Je vends pour 100 000 naïras par jour selon le culte. Si c'est un culte spécial, je peux vendre jusqu'à 200 voire 300 000 naïras par jour. La popularité croissante des méga-églises au sein de la communauté chrétienne, qui représente la moitié des 170 millions d'habitants du Nigeria, propulse les prédicateurs au rang des personnes les plus riches d'Afrique. En 2011, le magazine Forbes estimait la fortune du pasteur nigérian David Oyedepo à 150 millions de dollars. Le Rwanda possède actuellement 30 768 médiateurs locaux. Ce sont des conciliateurs bénévoles qui règlent les conflits à l'amiable pour une cohésion sociale durable dans le pays. Ils ont résolu l'an dernier plus de 50 000 litiges entre particuliers. Un système de juridiction locale efficace, mais qui manque encore de moyens, comme nous l'explique notre correspondant à Kigali, Olive Adjakotan. Miser davantage sur les médiateurs locaux pour une paix durable au Rwanda, c'est le vœu des autorités rwandaises. Cette dernière décennie, le système de règlement à l'amiable des conflits dans le pays a été réactivé. Des litiges qui sont pour la plupart du temps liés aux fonciers. Le pays des 1000 collines dispose aujourd'hui de près de 31 000 conciliateurs locaux. 80% des litiges ont trouvé une issue favorable au cours de cette année grâce à la conjugaison des efforts de ces médiateurs. Au niveau de notre secteur, cette année, nous avons reçu plus de 340 cas. Et 80% ont été réglés à l'amiable et les gens sont satisfaits également. On a enregistré en tout cas plus de 45 plaintes, plus de 45, et on a pratiquement tout arrangé. En 2014, les médiateurs locaux ont traité plus de 45 000 plaintes dans le pays. Plus de 10% de ces conflits se sont poursuivis devant les tribunaux classiques. Et 66% des verdicts des juridictions classiques ont donné raison au jugement rendu par la médiation locale. Cependant, certains défis restent à relever pour parfaire le dit système. J'ai pris bonne note de vos différentes doléances. Vos problèmes de logistique seront résolus dans un bref délai afin de vous faciliter la tâche sur le terrain. Aussi, nous allons renforcer le recyclage de vos connaissances des normes juridiques. Une plateforme de communication sera établie pour vous tous afin d'échanger davantage vos expériences. Les populations s'étaient satisfaites à près de 80% des décisions des médiateurs locaux en 2012.
Le Rwanda a célébré du 13 au 17 octobre 2014 le 10e anniversaire de la médiation locale. Un événement placé sous le thème « La médiation locale, une solution maison de règlement à l'amiable des conflits ». Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant sur Africa 24, l'émission spéciale consacrée au Remodeling Africa Forum, Jean-Célestin Djanguet et ses invités décrivent pour vous en direct de Bruxelles les enjeux de ce forum.